Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine, en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, la semaine dernière, pour la rentrée, vous nous avez fait un point sur les courants politiques à l'œuvre autour de Trump. Je voudrais aujourd'hui voir comment les idées de ces courants, leurs propositions, s'appliquent dans le quotidien des Américains. En quelque sorte, je voudrais qu'on redescende du niveau des idéologies au niveau du concret. Alors ça tombe bien parce que cette semaine, vous êtes aux États-Unis, vous nous parlez en direct de Washington et vous pouvez nous dire, de première main, si je puis m'exprimer ainsi, quelle est l'actualité politique et quelle est l'ambiance dans la rue américaine. Oui, c'est facile d'en parler quand on est aux États-Unis, en effet, parce que l'actualité politique est vraiment partout. Il suffit d'allumer les chaînes d'infos qui couvrent toutes unanimement chaque jour les mêmes buzz, avec chacune une approche très partisane. Qu'on écoute Fox News ou MSNBC, on voit immédiatement la différence. On a l'impression en fait de regarder à la télévision ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Mais je vous remercie Romain de nous proposer ce matin de regarder les événements. Regarder les événements, c'est d'autant plus nécessaire que nous avons, nous Français, tendance à rechercher toujours l'abstraction, la théorie, alors que Trump, on le sait, n'est pas du tout un idéologue. Il a beaucoup d'idéologues autour de lui, mais lui est plutôt pragmatique, voire opportuniste. C'est l'une des explications de ce qu'on appelle son imprévisibilité. D'accord, alors passons véritablement au cœur du sujet. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'il y a comme dossier chaud dans l'actu américaine à l'heure actuelle ? On va mettre de côté toutes les infos qui portent sur l'étranger, enfin ce qui se passe en dehors des États-Unis. Les informations vraiment chaudes aujourd'hui ici, sur la politique intérieure, se concentrent sur deux dossiers, les expulsions de migrants et l'affaire Epstein. Alors l'affaire Epstein, que, aussi étonnant que ça puisse paraître, nous n'avons jamais abordé dans ce podcast véritablement ou frontalement en tout cas. Commençons par elle, s'il vous plaît, et racontez-nous un petit peu ce que c'est que cette affaire. Oui, c'est vrai, on n'en a jamais parlé. Il est temps qu'on le fasse parce que c'est vraiment absolument partout dans l'actualité politique américaine. C'est une affaire assez horrible et qui est potentiellement très dangereuse pour Donald Trump. Le point de départ, c'est Jeffrey Epstein. En français, on aurait tendance à prononcer Epstein, mais aux États-Unis, on prononce Epstein. C'est ce financier richissime, très lié à la jet-set de New York et qui est aussi un criminel sexuel coupable de trafic de mineurs. Sa position sociale lui a donné une immunité absolue pendant de nombreuses années. Mais les choses ont fini par se gâter pour lui. Exactement à quel stade ? Ses premiers crimes datent apparemment des années 90, en tout cas les premières plaintes, et l'enquête a été particulièrement lente. C'est d'ailleurs un des points d'interrogation au sujet de cette affaire. La justice a agi en 2 fois. Epstein a d'abord été condamné à 18 mois de prison en 2008 pour avoir payé des prostituées mineures. Il ne fera que 13 mois de prison et dans des conditions extrêmement favorables. Notamment, il avait le droit d'aller au bureau 5 jours par semaine. Par la suite, les accusations de trafic sexuel sont revenues et une enquête a redémarré à partir de 2015. C'est à peu près au moment de MeToo, non ? Oui, les deux affaires sont vraiment en parallèle. MeToo explose en 2017 avec l'affaire Weinstein, donc un petit peu après. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que Epstein a à nouveau été arrêté en 2019 et qu'il s'est suicidé dans sa cellule 1 mois après son arrestation. On était en août 2019. Il est donc mort à l'âge de 66 ans. Et alors, quel est le lien avec Trump dans cette affaire ? Trump a souvent évoqué l'affaire Epstein, dénonçant une dissimulation des faits par les élites démocrates, notamment les équipes de Biden entre 2020 et 2024. Et ce qui est crucial dans l'affaire, c'est que le scandale Epstein plaît énormément aux complotistes de la sphère MAGA, Make America Great Again, les plus trumpistes des trumpistes. Parce que le thème du trafic d'enfants est très important pour eux, fonctionne extrêmement bien. Alors, une affaire de trafic sexuel sur mineurs ourdie par des élites, il y a évidemment un écho de l'affaire du Pizzagate de 2016. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle de quoi il s'agit ? Oui, rappelez-nous ce que c'est que l'affaire du Pizzagate, bien sûr. C'est une théorie du complot, une rumeur très importante qui s'est déroulée au moment de la campagne de Hillary Clinton en 2016. Les complotistes de la sphère QAnon l'accusaient d'être à la tête d'un trafic d'enfants international qui se déroulait depuis le sous-sol d'une pizzeria à Washington. L'affaire Epstein, qui pour le coup est bien réelle, est un peu dans la lignée de cette affaire du Pizzagate.
Il s'y ajoute des relents antisémites parce que les complotistes autour de Epstein racontent qu'il aurait été lié au Mossad. Bon, sur ce point-là, il n'y a rien d'avéré, contrairement aux crimes sexuels de Epstein. Quoi qu'il en soit, pendant sa campagne de 2024, Trump a promis de publier la liste des clients d'Epstein, une liste sur laquelle figureraient Bill Clinton, le prince Andrew, beaucoup d'autres gens qui auraient été invités par Epstein dans des orgies avec des mineurs sur ces îles privées dans les Caraïbes. On trouverait aussi sur cette liste le nom de certains hauts responsables de la banque JP Morgan avec qui Epstein a fait du business pendant des années. Là où ça se complique pour Trump, c'est que ce dernier faisait évidemment partie de la même jet-set new-yorkaise que Epstein, et on sait qu'ils se sont croisés à de nombreuses reprises. On en a des preuves, elles sont en train de sortir petit à petit. Mais attendez, cette liste des clients, elle a été publiée ? Oui et non. Le 7 juillet dernier, donc 2025, le département de la justice américain, sous l'autorité de la procureure générale Pam Bondi, a bel et bien publié quelque chose, ce qui était promis, mais c'était pas du tout une longue liste de clients, mais un mémo très simple de 2 pages qui expliquait qu'en fait, il y avait rien, il y avait pas de liste. Les MAGA complotistes ont été absolument furieux à ce moment-là et ils se sont tournés contre Trump parce que l'une des explications de ce simple mémo, enfin du fait qu'il n'y ait pas de liste publiée, ce serait que Trump lui-même figurerait sur cette liste. La situation est donc totalement explosif pour le président. Et les démocrates en profitent. À la Chambre des représentants, on a une alliance aujourd'hui entre certains Trumpistes complotistes, comme notamment Marjorie Taylor Greene, ou un représentant du Kentucky qui s'appelle Thomas Massie, et puis de l'autre côté, des démocrates, et principalement Ro Khanna, qui est un représentant qui a une certaine surface médiatique, qui vient de Californie, pour réclamer le vote d'une loi exigeant la publication de tous les documents liés à l'affaire Epstein. Cette loi pourrait être votée à la fin du mois. Le speaker républicain de la Chambre, Mike Johnson, est dans une position extrêmement délicate parce que il doit satisfaire les élus de son camp et en même temps, il ne veut pas attirer les foudres de Donald Trump. Et alors, on en reste là pour l'instant ? Écoutez, non, parce qu'il y a des rebondissements tous les 2 jours, littéralement. Fin août, il y a eu par exemple une interview de Ghislaine Maxwell, qui est l'âme damnée de Jeffrey Epstein, qui a été condamné à 20 ans de prison. Cette interview a eu lieu donc dans sa cellule et elle est extrêmement problématique parce que Ghislaine Maxwell a blanchi Trump complètement parce qu'elle veut un allègement de sa peine. Donc on peut pas vraiment faire confiance à ses propos. Il y a eu un peu plus récemment encore une audition au Congrès des victimes de Jeffrey Epstein, sachant que l'une des principales victimes n'était pas là parce qu'elle s'est suicidée au mois d'avril dernier. Donc vraiment tout ça est évidemment dramatique. Et puis, en début de semaine, le mardi 8 septembre, il y a eu la publication dans la presse d'un dessin complètement équivoque fait par Trump dans le livre d'or réalisé pour les 50 ans d'Epstein en 2003. Et ça peut faire tomber Trump ? Et comment est-ce qu'il réagit ? Faire tomber Trump, je ne sais pas, parce que rien ne l'a fait tomber jusqu'à présent, on l'a bien vu depuis 10 ans. Mais les éléments de ce scandale sont particulièrement puissants aux yeux des complotistes MAGA, donc ils vont pas laisser tomber. Je pense que ça va, à minima, faciliter le passage à l'après-Trump dans son propre camp. Mais alors, comment est-ce que Trump organise sa contre-attaque ? C'est très compliqué pour lui parce que après avoir accusé pendant des années les démocrates d'être liés à Epstein, de faire partie de cet horrible trafic, Trump essaye maintenant de dégonfler l'affaire et il en parle désormais comme d'un Democrat hoax, c'est-à-dire d'un canular, d'un mensonge qui serait monté pour lui nuire par les démocrates. En gros, que l'affaire Epstein ne serait pas si importante que ça. Et d'ailleurs, la Maison-Blanche nie tout en bloc, notamment le dessin qui vient de paraître dans la presse n'aurait pas été fait par Trump, d'après la porte-parole. Et puis, surtout, Trump essaye de détourner l'attention avec le sujet de l'immigration. C'est le second
grand thème politique du jour ici à Washington. On parle des déportations de personnes illégales organisées sous la direction du border czar Tom Hoffman, que ce soit par ICE, la police des frontières, ou par la garde nationale qui a été déployée dans cet objectif à Los Angeles. Justement, tant qu'on est sur la garde nationale, elle n'a pas été déployée à Washington où vous vous trouvez également ? Oui, absolument. La garde nationale a été déployée il y a 30 jours à Washington, mais il y a une différence puisqu'elle n'est pas déployée ici pour lutter contre l'immigration illégale, mais pour lutter contre la criminalité locale dans la capitale fédérale. Bon, au passage, il faut noter que criminalité et immigration sont évidemment liées dans l'esprit des Trumpistes. Alors racontez-nous, vous qui êtes à Washington, vous avez vu la garde nationale, l'armée dans les rues de DC, ça fait quel effet ? Alors, pour la voir, il faut aller dans les quartiers nord-est et sud-est de la ville, les quartiers noirs dans lesquels, en effet, la criminalité est plus élevée. Si on est dans le quartier nord-ouest, on ne voit rien du tout. Rappelez-vous que Washington est une ville du Sud où la ségrégation géographique est extrêmement forte. Donc, dans ces quartiers difficiles, entre guillemets, en effet, la garde nationale patrouille, un peu comme Vigipirate en France, avec un objectif de sécurité publique, et il procède à des arrestations. Ce qui est intéressant sur Washington, c'est l'attitude de la maire démocrate Muriel Bowser, qui a choisi d'être plutôt conciliante avec Trump et de saluer les effets positifs sur la sécurité pour les citoyens de la capitale. Mais d'ailleurs, si je ne m'abuse, Trump ne s'arrête pas là, puisque après Los Angeles et DC, il a annoncé vouloir déployer la garde nationale également à Chicago. Oui, en réalité, Trump a menacé toutes les grandes villes démocrates d'un déploiement de la garde nationale, que ce soit pour lutter contre l'immigration illégale ou pour lutter contre la criminalité urbaine. Mais il y a eu tellement de plaintes du côté de Chicago et de l'Illinois, notamment le gouverneur J.B. Pritzker, que Trump a renoncé pour l'instant. Bon, on en est là aujourd'hui, c'est pas de la haute politique, c'est vraiment récit contre récit sur des sujets qui sont tellement politisés que c'est très difficile d'avoir des chiffres et des données qui ne soient pas contestés immédiatement par l'autre partie. Mais bon, pour conclure, il faut s'attendre néanmoins à ce qu'il y ait de nouveaux déploiements de la garde nationale dans les semaines ou les mois qui viennent. À mon avis, c'est une certitude. Et il faut s'attendre aussi probablement à des rebondissements dans l'affaire Epstein. Merci Laurence, on vous laisse get on with your day, comme on dit aux États-Unis. On vous souhaite un bon voyage, un bon retour, et on se réjouit de vous retrouver en studio dès la semaine prochaine. Oui, et je peux faire un petit peu de teasing. La semaine prochaine, Romain, vous ne serez pas là parce que j'accueillerai la politiste, l'historienne spécialiste des États-Unis, Maya Candel, pour qu'elle nous parle de son prochain livre. Eh bien, je ne serai pas là, mais je serai à l'écoute. Merci Laurence, et à la semaine prochaine. Merci Romain. À la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.